Bienvenue à Un peu de crime dans ton café, le café où on parle de crime en prenant un bon café. Je suis votre animatrice Catherine et aujourd'hui, je prends un café avec ma meilleure, la charmante Audrey. Comment ça va, Audrey? Ça va, je suis avec toi. Et on boit dans nos tasses, ben toi t'as ta tasse d'Éric Bruno, la Oui. mienne est en display dans ma bibliothèque chez nous, no joke. Oh, Oh! ben, je suis contente. Comme ça, s'il vient chez nous, un jour, il va l'avoir! Je sais pas pourquoi il viendrait chez nous un jour. Il est Ça perdu. serait le fun! Est-ce que je peux utiliser votre téléphone? Je suis perdue. Mon Dieu! Absolument! Voulez-vous que je vous fasse une tarte à la lime, Éric Bruno? Je viens d'apprendre à en faire. Je vais jouer avec mes enfants. Alors, aujourd'hui, on va pogner les nerfs à propos d'un féminicide, comme Absolument. on fait d'habitude. On est Ben oui, habitué c'est à moi. ce stade-ci, oui. Je suis la féministe enragée préférée du monde du podcast. Ah ah! Ben là, je veux dire, je pense qu'il n'y a pas d'autre compétition. Là, t'es seule dans ta ligue, pour l'instant. Yeah! Je t'en creuse! Yeah! Puis, je voulais te demander, dans notre dernier épisode, que j'ai complètement oublié, quand tu me parlais d'Alexander Skarsgård qui sculpte des dauphins, c'est qui la madame qui a comme quelqu'un qui était dans la criminalité ou qui a tué des gens, puis qui, après ça, est devenue une sculpteuse avec une chainsaw? Est-ce que c'est Linda Kasabian qui a stoulé Charles Manson? Est-ce que c'est Patty Hearst? Est-ce que c'est... T'as-tu déjà entendu parler de ça? Ok, quelqu'un qui était devenu une sculpteuse à la chainsaw. C'était ça sa vie après qu'elle soit partie de l'œil du public. Je pense que c'est peut-être Linda Kasabian. Peut-être. En tout cas. Écoute, moi, j'approuve de ça. Oui, moi aussi. C'est un bon Fait qu'aujourd'hui, chemin de vie. avant que tu nous parles d'un féminicide, et peut-être d'une chainsaw, je vais vous parler d'un... Non, je vais vous parler d'un café. Je vais vous recommander un endroit qui nous a été recommandé par une auditrice. Fait qu'aujourd'hui, je vous parle du... Ok, ça a un nom, je m'excuse, ça a un nom terrible. Je suis vraiment désolée, mais ça a l'air d'un endroit charmant. Ça s'appelle le Saint-JJH Café, qui est situé sur la rue Evelyne à Montréal. C'est un petit café vraiment charmant où ils ont des beaux petits cafés de micro-torréfacteurs. Non, mais il y a du café à boire sur place, du café à acheter. Ils servent du thé Camellia sinensis. C'est un bel endroit convivial pour aller prendre un petit café, une petite consommation avec des amis. Et ils ont aussi des pâtisseries, des crêpes qui sont faites maison. Et des affaires incroyables comme les sodas italiens. Ouh! Ah, ça c'est le fun, les sodas italiens! Voilà. Fait que, on vous recommande d'aller, si ça vous tente, de faire un petit tour sur la rue Evelyne à Montréal. D'aller faire un petit tour au Saint-JJH Café. Puis comme, s'il vous plaît, le Saint-JJH Café, changez votre nom. Qu'est-ce que c'est ça? Je m'en vais au JJH Café en écoutant du ZZ Top. Ah, Saint-JJH Café. Mais c'est le Saint-JJH Café. JJH Café. En tout cas, ça se dit vraiment mal. Mais on vous remercie beaucoup pour la recommandation, chère auditrice, qui nous a envoyé ça. Et on espère que tous nos auditeurs et auditrices vont apprécier le Saint-JJH Café. Alors maintenant, tu peux nous parler d'un féminicide terrible et je vais boire mon café bye. Maintenant, je vais vous faire pogner les nerfs. Alors, bonjour les auditaristes de Un peu de crime dans ton café. Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour la réception de l'épisode sur Gisèle Pellico. Vous avez été nombreuses à nous écrire et pour dire que vous avez beaucoup aimé l'épisode et il y a même des gens qui ont reach across the aisle. Donc, des hommes qui nous ont dit qu'ils aimaient pas beaucoup ça quand on pognait les nerfs après les féminicides et qu'on disait comme « Ah nous, on irait se perdre dans le bois avec un ours », qui se sentaient un petit peu pas bien avec ça et finalement, en écoutant cet épisode-là, ils ont fait comme « Ah oui, non, je viens de comprendre ». Ah, ok. J'avais jamais entendu l'expression reach across the aisle. Oui, c'est de faire des compromis avec une personne qui pense pas comme toi. Ah, bon. Fait que, voilà, vous nous avez écrit pour dire comme, oui, vous m'avez comme éclairé là-dessus et j'ai comme compris que c'est pas moi le problème et voilà. Donc, je tiens à vous saluer. C'est quand même important de step out de notre chambre d'écho et de comprendre la réalité des autres. Oui. C'est un très beau geste. Et aussi, mon compteur de personnes qui se séparent après avoir écouté nos épisodes arrête pas de monter. Je sais. Fait que je viens bientôt être la comme divorceuse du Québec. On est comme le contraire de Indian matchmaking. Oui.
Je suis comme le contraire de ton père, ma mère. On est Québécois divorce maker. Ouais. Oui. Mais garde, c'est ça. Fait que explique pourquoi les gens se séparent après avoir écouté notre podcast. C'est pas parce qu'on est tellement charmante, pis comme tout le monde est comme « Ah, je vais quitter ma femme pour vous. » Non, c'est... C'est pas pantoute ça! Non, en fait, c'est des femmes... Même pas Éric Bruno. Ouais, mais il y a Kim Lévesque, ce qui est comme un excellent match. Je sais, c'est une joke qu'on pourrait pas rivaliser avec elle. Non. Mais non, en fait, c'est beaucoup des femmes qui nous écrivent pour dire que notre podcast les aide à comme prendre conscience d'une situation dans laquelle elles sont et elles décident de s'extirper de la dite situation. Mm-hmm. Puis, je suis pas en train de dire comme « Ah, j'aime tellement ça, j'arrête pas de briser des couples! » Non, je suis contente de venir en aide à des femmes qui peuvent maintenant aller vers une vie plus saine. Oui! Et j'espère que vous avez justement trouvé de la sécurité et tout l'amour que vous méritez. Mm-hmm. Et ben aujourd'hui, je vais continuer de parler de féminicides terribles parce que souvent au Québec, les féminicides, ce sont des statistiques et ça m'écœure parce que c'est pas des chiffres qu'on a perdus, c'est des personnes souvent incroyables, des personnes qui avaient des familles, des amis, des collègues, et on n'a pas le droit d'oublier ces femmes-là, on n'a pas le droit de se dire comme « Ah ben, la violence conjugale, hein, c'est donc ben plate. » Faut voir la violence conjugale pour ce que c'est-à-dire le microcosme du macrocosme de la société patriarcale qui donne à certaines personnes des droits sur d'autres personnes. C'est-à-dire donc ben plate. Mais d'une manière très défaitiste et décourageante. Voilà. Voilà. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler du féminicide de Josiane Arguin, qui est particulièrement choquant. Je vous en avertis tout de suite. Donc, naturellement, au niveau de mes avertissements, mais c'est féminicide et violence conjugale. Mes sources, des articles qui sont parus dans la presse et un épisode de la très importante série « Femme, je te tue ». Mm-hmm. Alors, Catherine, si t'es prête, je vais mettre un peu de crime dans ton café. Yes, sir. Alors, partie 1. Josiane est partie. En juillet 2018, Josiane Arguin et son conjoint Simon Brindamour quittent Montréal en direction de Lévis pour visiter la famille d'Arguin dans le cadre du Festival d'été de Québec. Puisque le couple avait commencé à se fréquenter en août 2017, Josiane et Simon comptent en profiter pour célébrer leur anniversaire de rencontre. Josiane est au 7e ciel. À sa tante Ginette, de qui elle est très proche, Josiane avait confié, peu de temps après avoir rencontré Simon, que c'était le bon, qu'il serait le père de son enfant. Mais la famille de Josiane voit les choses d'un autre œil. Gaétane, la mère de Josiane, trouve Simon contrôlant et peu sympathique. En juillet 2018, lorsque Simon et Josiane arrivent chez Gaétane, Simon prend sa belle-mère à part et lui demande de ne pas servir d'alcool à Josiane. Gaétane refuse toutefois de se plier aux exigences du conjoint de sa fille. C'est les vacances, le festival commence, Josiane, elle a bien le droit d'en profiter. Elle ouvre une bouteille de vin blanc et sa fille et elle sirotent chacune une coupe autour de la piscine en discutant. Visiblement froissé, Simon rentre et s'enferme dans la chambre d'invités. Un peu plus tard, Josiane informe sa mère qu'elle et Simon vont souper ensemble dans le Vieux-Québec pour fêter leur première année ensemble. Simon va toutefois sortir de la chambre avec ses bagages et ceux de Josiane. Il déclare à sa belle-mère que ce soir, Josiane et lui vont dormir dans un hôtel à Québec et ils quittent sans un mot de plus. Quelques heures plus tard, Gaétane apprend par texto que finalement, le couple est rentré chez lui à Montréal. C'est la dernière fois qu'elle va voir sa fille. Malgré leur divorce, Josiane demeure très proche de ses parents. Elle les appelle régulièrement pour jaser de tout et de rien. Toutefois, à la fin du mois d'août 2018, les parents de Josiane sont sans nouvelles de leur fille. Ce n'est que le 7 septembre 2018 que Denis Arguin, le papa de Josiane, reçoit un texto des plus inquiétants de Simon Brindamour. Lui et Josiane auraient eu une chicane, au terme de laquelle la femme de 34 ans aurait quitté le domicile en état d'ébriété avec toutes les économies du couple. Pardon? S'il était où tes économies dans un pot maçon? C'est ça, moi je suis comme mes économies, présentement je sais même pas sont où. Ils sont à la banque. Mes économies sont dans un CELI, je peux pas partir avec. Ils sont dans un autre endroit. C'est pas de l'argent matériel. Non, c'est ça. Gaétane est sous le choc.
De partir ainsi sur une dérape, ça ne ressemble pas du tout à sa fille. Sans perdre de temps, elle se rend à Montréal avec Ginette, sa sœur, et des photos de Josiane. Puisque Simon leur dit que sa conjointe était en crise au moment de quitter le domicile, Gaétane et Ginette font le tour des bars et des SAQ situés à proximité du domicile du couple. Simon et des membres de sa famille se joignent également aux efforts de recherche. Par contre, le comportement de Simon élève de gros soupçons du côté de la famille de Josiane. À plusieurs reprises, il envoie des textos à son beau-père pour se plaindre de Josiane, qui aurait eu des comportements erratiques peu de temps avant sa disparition. D'abord, il confie à Denis que Josiane ne prenait plus ses médicaments. Il dit aussi s'inquiéter de la disparition de sa conjointe en raison de nouvelles drogues qu'on voit aux nouvelles. Là, je le cite. « Je sais qu'elle en a déjà fait dans l'Ouest canadien et j'ai vu ses yeux quand elle m'en a parlé et j'ai peur de la perdre. » À son beau-père, le portrait qu'il dresse de Josiane cadre peu avec celui de sa fille posée qui excellait à l'école, jouait du violon et aimait voyager. Il y avait une Josiane calme et posée qui te demande si tu l'aimes et une stressée, désobligeante, narcissique et jalouse du temps que je passais à m'occuper du terrain. Je l'ai vu mentir à tout un chacun. Malgré tout... Son père a dit ça? Non, Simon textait ça à son beau-père. C'est quoi exactement les médicaments qu'elle prenait? C'était pourquoi? Le problème, c'est que j'ai jamais eu de confirmation de quoi que ce soit dans les articles et dans la série. Ouais. Simon disait qu'elle était bipolaire. Mais j'ai pas de confirmation de diagnostic. J'ai comme l'impression que ses parents auraient été au courant. C'est ça. Puis, surtout si elle était proche d'eux. C'est ça. Puis je me dis que peut-être qu'effectivement elle prenait des antidépresseurs. Peut-être. Mais j'ai pas eu de confirmation là-dessus, fait que c'est pour ça que je veux comme pas m'aventurer trop là-dessus. Puis aussi, concernant la consommation... C'est les opioïdes? J'ai pas eu de confirmation non plus qu'elle était une utilisatrice. J'ai pas vu de confirmation non plus qu'elle avait un problème d'alcool. Mais il faisait référence à la crise des opioïdes? Oui. C'est ça, dans l'Ouest canadien, ok. C'est ça. Fait que je ne sais pas si Josiane avait un problème de consommation, que ce soit du côté des drogues ou de l'alcool. Mais sachez que dans les deux cas, ça ne justifie pas de faire du mal à une personne. Mais non, tu parles d'une explication. Fait que vous allez voir avec ce qui s'en vient. Ok, je sais que c'est pas à toi qu'il faut que je dise ça. Non, mais je l'haïs déjà, là. Monsieur Brin d'amour. Pas Josiane. J'ai rien contre Josiane. C'est lui qui... Ouais. Il est comme un gros... ils ont un shortage de rouge au Home Depot tellement qu'il est un gros drapeau rouge, là. Ouais, ok. Malgré tout, Simon continue d'espérer que sa blonde va bientôt rentrer à la maison. Je veux juste la voir pour la prendre dans mes bras pour lui dire que tout va bien aller. Finalement, c'est le 15 septembre 2018 que Simon se rend à la police pour signaler la disparition de Josiane. Donc, ça fait déjà 2 semaines. Partie 2. Une mère C. En octobre, malgré les efforts combinés de la famille Arguin et du SPVM, on n'a toujours aucune trace de Josiane. Pour tenter d'en savoir plus sur le moment qui a précédé la supposée fugue de sa fille, Gaétane souhaite parler face à face avec Simon. Malheureusement, celui-ci multiplie les excuses pour remettre la rencontre. À bout de nerfs, Gaétane finit par se rendre directement au domicile où Josiane demeurait avec Simon. Sur place, Simon refuse d'ouvrir à sa belle-mère, prétextant qu'il a du travail et pas de temps pour lui parler. Frustré, Gaétane décide d'appeler l'enquêtrice du SPVM assignée au dossier de la disparition de sa fille. Lorsque l'enquêtrice lui demande si elle croit savoir pourquoi Simon refuse de la rencontrer, Gaétane est catégorique. Parce que c'est lui qui l'a tuée. Autre que les tentatives d'évitement, Gaétane a de bonnes raisons de croire que Simon a joué un rôle actif dans la disparition de Josiane. Au cours de ses recherches, des amis de Josiane lui ont confié que Josiane avait peur de Simon. Oh. Au mois de juillet, les policiers s'étaient rendus au domicile du couple suite à une dispute et avaient accompagné Josiane chez un ami. Lorsque Gaétane entre en contact avec l'ami en question, il lui confirme qu'à son arrivée, Josiane était couverte d'ecchymose. Oh! Quelques jours plus tard, Josiane aurait décidé de retourner chez elle prendre des vêtements. Elle voulait aller chez sa mère à Lévis. C'est la dernière fois qu'elle a été vue en vie. Oh, mon Dieu! Partie 3.
arrestation. Oh, chouette. Le 2 novembre 2018, un enquêteur se rend chez la mère de Josiane Arguin. À son arrivée, il pose la main sur l'épaule de la dame et lui dit « Madame, c'est plus une enquête pour une disparition, c'est une enquête pour meurtre. » Le 1er novembre 2018, 2 mois après la disparition de Josiane Arguin, Simon Brindamour se rend au policier après avoir fait des aveux par texto à Sandra Côté, son ex et la mère de ses 3 enfants. Aux enquêteurs qui l'accompagnent dans la salle d'interrogatoire, Simon Brindamour raconte les derniers moments de la vie de Josiane Arguin. Tout le monde, attention si vous êtes sensible. Elle s'en va dehors dans la cour et saute dans la haie de cèdre en criant « Je me fais battre, je me fais battre ». J'ai pogné une baguette de poule. Je suis sortie en lui disant « Chris, tu vas être une femme battue. Hostie, tu vas savoir c'est quoi être une femme battue. » Je l'ai battue à coups de bâton. Elle a levé les bras pour se défendre. Ça a dû fesser fort parce que la baguette m'a pété dans les mains. Oh my God! En disant ça, Simon Brindamour fait mine de se recroqueviller au sol, imitant les gestes posés par Josiane, supposément pour se défendre de son assaillant. Dans sa cour? Dans sa cour arrière. Puis y a personne qui a entendu ça? Non, puis ils sont dans petite patrie. Mais il y a plein de monde! Mais c'est ce que je comprends pas trop aussi, que personne... Oh mon Dieu! Ou c'est peut-être arrivé trop rapidement. OK. J'ai jamais souhaité y défoncer la tête, y casser le bras, la regarder baigner dans son sang, pendant que t'essayes d'y faire le bouche à bouche. Je souhaiterais même pas ça à mon pire ennemi. C'est ce qu'il a dit au policier. Mais attends, il a fait toutes ces choses-là? C'est ça qui... I guess. Après avoir tué Josiane, Simon se rend dans un centre de rénovation acheter de la toile de plastique. Il nettoie le sang et transporte la dépouille de sa conjointe dans leur chambre et l'enveloppe dans la toile. Elle va rester là 3 jours. Quand l'odeur devient insupportable, Simon raconte avoir lavé le corps de Josiane avec de l'eau de javel, l'avoir enveloppée dans du styromousse de plancher flottant pour ensuite la glisser dans une poche d'hockey. Il prend finalement le bus jusqu'à la 13e avenue dans le quartier Saint-Michel et va se débarrasser du corps dans une benne à ordures à proximité de l'autoroute métropolitaine. Oh. Alors c'est pour ça que je peux pas confirmer les coups que Josiane a reçus, parce que le corps, on ne l'a jamais retrouvé. Au fil de ses aveux, Simon... C'est épouvantable. C'est épouvantable. Au fil de ses aveux, Simon tient toutefois à spécifier au policier qu'avant l'instant fatidique, il n'avait jamais touché à sa conjointe, chose dont les policiers doutent fortement. En effet, même s'il jure n'avoir jamais été violent avec Josiane, il admet que parfois, quand elle était en crise, il la serrait et que ses mains glissaient en haut de ses épaules, le tout en mimant 2 mains qui serrent quelque chose que je décrirais comme le cou d'une personne. Quand elle était en crise... Comme qui dit... Mais encore? Que lui dit qu'elle était bipolaire. Moi, j'ai plus l'impression qu'il était un hostie d'écœurant, qui passait son temps à y mentir. Excuse, mais quand t'es bipolaire, tu fais pas des crises. C'est pas comme faire une crise d'urticaire. Non, mais comme... C'est comme c'est ton... Elle devait pleurer ton ou être stressée. Mais moi, j'ai plus l'impression qu'il était un écœurant qui passait son temps à y mentir. Puis qu'elle, elle voulait des réponses, qu'il donnait pas, elle était stressée, elle pleurait, puis il se fâchait. Moi, c'est plus ça que je vois. Sérieux, là? Qu'est-ce qu'on a fait pour, à ce point, scraper la manière dont les émotions sont gérées par les hommes? Je veux dire, on voit que ça va pas en s'améliorant. Là. Non, ça va pas en s'améliorant. Comme... Ben, ça va pas en s'améliorant, puis c'est tellement épouvantable, parce qu'il me semble qu'on a fait tellement un saut, là, tu sais, un progrès depuis le temps où est-ce que la santé mentale n'existait pas. Tu sais, c'est exactement. Comme avant les années comme 50, 60, tu sais, la thérapie, c'était pas quelque chose qui était accessible comme à n'importe qui. Tu sais, la santé mentale, ça existait pas. Là, on a ouvert la porte à ça, mais là, qu'est-ce qu'on a fait pour que dans la conception de la masculinité, de la virilité, la gestion des émotions soit aussi déficiente, là? Parce que comme on est encore dans un ordre où est-ce que c'est mal vu pour un homme de pleurer, d'être vulnérable, de vouloir parler de ses émotions, d'aller en thérapie.
De parler avec ses amis. Les hommes n'ont pas d'amis. Pas dans ce sens-là, non. Comme Mais là... toi pis moi, là. Ayez des amis, on en parle souvent. Brindamour confie toutefois aux policiers que Josiane avait souvent dit à leurs amis qu'il était un batteur de femmes. Wow, OK. Et qu'elle bâtissait un dossier contre lui. Mm-hmm. Il ignore cependant ce qu'il se trouvait dans ce dossier ou l'endroit où celui-ci pourrait se trouver. Le résident de Montréal, âgé de 37 ans, fait face à 2 chefs d'accusation, soit meurtre au 2e degré et outrage à un cadavre. Mm-hmm. Partie 4. Un chauffeur silencieux. C'est vrai que c'est pas mal l'outrage à un cadavre que de se débarrasser d'un cadavre dans une poche de hockey. C'est épouvantable, c'est tellement inhumain. Oui. Indigne. Ben oui. Pis... Ça enlève tout, justement, toute la dignité qui est possible autour de la mort. Ben ça empêche aussi la famille de pouvoir se recueillir, d'avoir un dernier moment. Mm-hmm. Le procès de Simon Brindamour pour le meurtre de sa conjointe Josiane Arguin débute à Montréal le 16 septembre 2020. Il est présidé par la juge Hélène Di Salvio et la couronne est représentée par les maîtres Karine Brabant et Louis Boutillier. Si vous êtes le genre à prendre des notes, Hélène Di Salvio, on l'a vu à plusieurs reprises, elle a souvent été avocate dans des cas de violence conjugale et violence sexuelle. Pour vrai? Je m'en rappelais pas de son nom du tout. Oui. Pourtant, elle a pas un nom commun. Non, c'était la juge dans l'affaire de Marlène Chalfoun. Ah oui, pour vrai? Wow, OK. Et elle va être avocate dans un cas que je vais bientôt vous présenter. Oh! Le corps de Josiane Arguin n'ayant jamais été retrouvé, la couronne fait face à un défi de taille pour prouver que Simon Brindamour a bel et bien tué sa conjointe. Mm-hmm. Leur preuve principale repose sur les aveux que l'accusé a fait par texto et ceux qu'il a fait à la police lorsqu'il s'est lui-même livré le 1er novembre 2018. En plus de faire témoigner le père et la mère de Josiane Arguin, la couronne appelle Danny Charbonneau, un entrepreneur en construction qui était le patron de Simon Brindamour au moment des faits. Selon Charbonneau, Brindamour l'aurait appelé très tôt, le 1er septembre 2018, pour lui demander de lui trouver un chauffeur silencieux. Encore endormi, Charbonneau ne comprend pas la demande et refuse. Mais je suis très réveillée puis je comprends pas la demande non plus. OK. Un chauffeur silencieux. Parfait. Dans une auto électrique, c'est très silencieux! Quelques heures plus tard, Simon Brindamour se rend en patin à roues alignées sur le chantier de construction dirigé par Charbonneau. Selon le témoin, Simon suait à grosses gouttes et sentait très fort l'alcool. Oh. Je pensais que c'était qu'il sentait très fort le swing. J'étais genre « Ah! » Mais en même temps, si tu te rends sur un chantier de construction en patin à roues alignées, ça se pourrait que tu sois en sueur. Ben, c'est ça. Moi, j'aurais aussi une grosse poque dans le front. Et sur les genoux. Pourquoi je trouve ça quasiment whimsical, être en patin à roues alignées? Dans ma tête, c'est 4 roues. Tu sais, c'est 2-2 au lieu de les roues toutes une en arrière de l'autre. Non, il faisait pas du patin à roulettes que tu danses. Là. Non, c'est ça. Moi, j'aimerais ça, du patin à roulettes que tu danses puis tu sers des burgers dans des autos. Oh oui. Mm-hmm. Le patron questionne alors son employé sur ce qu'il voulait dire par « un chauffeur silencieux ». En guise de réponse, Brindamour rétorque « quelqu'un qui dit pas un mot ». Ouais, c'est la définition de silencieux, comme Alexander Skarsgård dans le film où il est muet. T'as tout compris. Mm-hmm. On ramène Alexander Skarsgård. Encore? Après avoir discuté avec le frère de son employé, Charbonneau décide de se rendre au poste de police. Mm-hmm. Il est toutefois freiné par un texto de Simon qui semble lui ordonner de se taire. Je cite le texto. « Pour l'affaire que je t'ai parlé, laisse faire. C'est tombé à l'eau, comme qu'on pourrait dire. Tu serais bien gentil de tenir ce mort, de plus appeler personne, s'il vous plaît. » Il a dit « s'il vous plaît ». Ben, c'est très poli. C'était très poli. Mm-hmm. Il l'a menacé poliment. Il peut pas avoir juste des défauts. Faut qu'on mette au moins une affaire dans la catégorie qualité. Honnêtement, là... Il a dit « s'il te plaît ». Il a dit « s'il vous plaît ». C'est ça. Voilà. Questionné sur ce qu'il savait au sujet de la relation de son employé avec la victime, Charbonneau se remémore un événement troublant survenu en août 2018. Selon l'entrepreneur en construction, il était passé prendre Brindamour en voiture pour se rendre sur un chantier. Voyant que son employé se frottait les jointures, il lui demande si tout va bien. Et le Brindamour lui aurait répondu « Je lui en ai donné une estie, elle a brisé ma chaîne. » Selon Charbonneau, Simon Brindamour lui aurait dit ça sur un ton qui se voulait funny. Elle a brisé ma chaîne? Je sais pas si c'est une chaîne de vélo ou un bijou. Ben, comme dans les deux cas, Mais dans les deux cas, pas de voler, là, qu'est-ce qui se passe? Dans les deux cas, on va prendre notre air égal, là. Ben, c'est ça, prends ton corps égal, là, Simon, qu'est-ce qui se passe? Puis aussi, comme sur un ton funny, j'ai dit que j'avais battu ma blonde. J'allais dire que je vais commencer à faire des jokes que j'ai battu mon chum, mais comme non, c'est pas drôle. Non.
Je sais pas de quel ton phoné t'es capable de dire ça, là. Non, je vois pas comment tu reçois ça aussi, pis t'es comme... comme c'est drôle. Je sais pas. OK. En tout cas, partie 5. Comme Dexter. Oh! C'est tellement cringe! Pas Dexter! Dexter! Arc! Ouais, on dirait que... No hate aux gens qui aiment cette série. On dirait qu'il y a des gens qui trippent un petit peu trop. Mais il y a comme des gens qui trippaient... Tu sais, le monde qui trippe un peu trop sur n'importe quoi. Ouais. Comme nous autres, on trippe un peu trop sur Eri Bruno, on est cringe. Mais tu sais ça, le monde qui trippe un peu trop sur Dexter. Grey's Anatomy, Outlander, Game of Bridgerton, Thrones. Game of Thrones. C'est ça, c'est un petit peu des autres. La couronne appelle ensuite Sandra Côté, l'ex-conjointe de Simon Brindamour, à venir témoigner. D'abord, celle-ci qualifie la relation de Simon et Josiane d'inadéquate. Selon elle, Josiane buvait beaucoup, ce qui a poussé Simon à consommer et le couple se disputait souvent. Hein? Je sais pas trop quoi faire de cette partie-là du témoignage de Sandra Côté. À consommer quoi? Des substances? Non, je comprends, mais je veux dire... OK, mais c'est ça, je trouve ça bizarre un peu. Oui. Mais c'est la seule personne qui disait qu'elle avait des problèmes de consommation, à part Simon. Mais Simon pis elle... Mais elle avait pas... elle avait pas d'amis, Josiane, qui a parlé de ça, ou... S'il y a des amis qui sont venus témoigner, ils sont pas dans les articles que j'ai lus sur la presse. Ouais. C'est ça, les parents de Josiane non plus ont comme pas vraiment l'air de dire qu'elle avait des problèmes de consommation. Mm-hmm. Fait que c'est pour ça que je veux pas m'aventurer là-dedans, je veux pas atteindre sa mémoire. Mm-hmm. Comme, vu que j'ai pas de confirmation là-dessus, j'aime mieux pas dire trop d'informations. Non, bien sûr, mais je trouve ça... Puis, tu sais, ça sonne un peu comme Chris Watts, là, qui a tué sa femme puis ses enfants, puis après ça, il a dit « C'est ma femme qui avait tué mes enfants, moi j'ai juste tué ma femme. » Elle est pas là pour se défendre ou blanchir son propre nom. C'est un peu... C'est ça, comme tout ce que Simon... Tu sais, textait au père de Josiane aussi, comme « Ah, Josiane, c'est comme... C'est une maudite folle. Ouais. Comme elle est partie de la maison avec mon argent. » Et de un, je vois pas pourquoi tu textais ça à son père. Ouais. Puis de deux, comme je te dis, les parents de Josiane disaient comme « Ouais, non, la description, ça marchait pas avec Josiane. » Ouais. Puis Sandra Côté connaissait Josiane à travers la vision de Simon. Mm-hmm. Puis c'était quand même l'ex de Simon et la mère de ses 3 enfants. Mm-hmm. Je pense que vous avez vu le portrait du personnage, là. Ça se pourrait qu'elle est comme peut-être pas le témoin le plus impartial, mettons. Non, ça se peut. Mais je veux pas, elle non plus, l'insulter, parce qu'elle a quand même fait la bonne chose. Oui, absolument. Les avocats de la couronne vont donc mettre en lumière les textos où Simon est passé aux aveux. 1 mois après avoir signalé la disparition de Josiane au SPVM, Simon envoie à son ex un texto où il admet avoir fait la connerie à ne pas faire. Et là-dessus, Sandra va dire « On a tout le temps dit que faire un meurtre, c'est une hostie de connerie à ne pas faire. Souvent, quand on regardait des émissions puis que le chum tuait la copine, c'était la connerie à ne pas faire parce que c'était sûr que le copain serait accusé. » C'est weird comme inside joke, ça, je trouve. Ouais. OK. J'étais comme... J'ai pas de inside joke comme ça avec mon chum. T'es comme, si un jour on tue quelqu'un, on va l'enterrer en dessous de notre balcon. On va se faire un pacte. Moi, j'ai un plan pour ça, mais je vais pas le dire. Je vais pas le dire en ondes au cas où un jour je tue quelqu'un, mais je sais exactement ce que je vais faire. Mais non, mais je trouve ça space un peu. Oui, puis... Surtout une affaire de faire d'abord un inside joke sur des conjoints violents qui tuent leur blonde avec ta blonde. Ouais. C'est un petit peu spécial. Ah, ça, c'est vraiment cave de faire ça, lol. C'est comme si j'avais un inside joke des filles qui tuent leurs parents avec mes parents. Ouais. C'est comme... Pas sûr, là. Comme, ouais, on s'est toujours dit, fais pas ça! Ouais, non, si tu regardes une émission de True Crime pis c'est comme, ouais, hein, faut pas faire ça, hein! Je me questionne un peu sur tes valeurs. Faut-tu vraiment que tu vois des gens se faire arrêter pour te rappeler comme, ah ouais, non, faut pas faire ça! C'est comme moi, là, je regarde, là.
du monde qui vole l'argent, puis là, après, ils se font arrêter, puis je suis comme, oh oui, faut pas braquer des banques. Mais comme, j'ai hâte de savoir, comme d'habitude, ma question, c'est quoi son esti de problème? Fait que j'ai hâte d'en savoir un peu plus. Est-ce qu'on va en savoir plus sur c'est quoi son esti de problème à Simon? Son avocat va tenter de dire c'est quoi son esti de problème. Ah, ok. J'aimerais donc ça qu'il soit straightforward pis qu'il soit comme... Mon client est un chien sale. Non, mais... pas ça, mais je veux dire qu'il explique... je sais pas. Je pense que je suis trop à la recherche... D'une explication. Ce qui est une affaire humaine en soi. Oui. Mais... Tu sais, non pas que ça atténue quoi que ce soit. Non pas que ça justifie quoi que ce soit, mais juste une explication. Non, c'est la différence entre comprendre puis excuser. Oui. C'est comme, on t'excuse pas, on veut juste comprendre. Oui. Mais il y en a jamais un qui va arriver puis dire comme « Je déteste les femmes! » Non, mais c'est la même affaire qu'on avait avec l'histoire de Dominique et Gisèle Pellicot, là. Oui. C'était comme une épouvantable enfance qu'il avait eue, mais je voyais pas en quoi ça expliquait ce qu'il avait fait à sa femme. Puis je trouvais... À la limite, je suis vraiment désolée, là, de dire ça, c'est vraiment étrange comme statement. Statement étrange. La fois où est-ce que j'ai fait une histoire, puis que j'ai lu une défense, puis que j'étais comme « Ah oui, ça explique », c'était Mario Bastien qui a tué Alexandre Livernoche. Parce que c'était un jeune homme qui, quand il était un enfant, s'était fait agresser, et lui-même est devenu quelqu'un qui voulait agresser des enfants. J'étais comme « Ok, ben ça, c'est pas mal 1 + 1 fait 2. » T'sais. Ah oui. Ça a plus de sens que, justement, Dominique Pellicot qui disait « Ah, j'ai été victime de tout plein de sévices », qui étaient pas liés à droguer quelqu'un et prendre des photos de cette personne, et tu sais, c'est comme... Ouais. Dans ma tête, ça n'expliquait pas. Fait que, ouais, j'aimerais ça, qu'il y ait une explication. Ouais, ben, malheureusement, il va pas vraiment en avoir une. Ah! M'excuse! Okay. Va me chercher plus de café, ben. Non, ok, vas-y. Va me chercher du café après. Toujours via des textos, Simon confie à son ex s'être acheté du temps en comptant de la marde aux policiers. On dirait qu'ils comprennent pas. Puis là, ils écoutaient des documentaires de True Crime ensemble. Oui. Ils comprennent pas que c'est illégal de faire ça. Ben, oui. Mais ils comprennent pas que tout ce que t'écris sur ton cell, là, la police peut y avoir accès. Oui, même si tu le délites. Tu l'as pas écrit sur une feuille de papier puis pitché dans le feu après, là. Comme... Je veux pas vous donner des idées, mais faites ça. C'est comme, je vais pas vous donner des idées, là, mais comme... Pigeon voyageur. Après, tu prends le pigeon qui crisse dans un arbre. C'est pas ça! Pitch au thé! Va dans l'autre pigeon! T'es calisse! Va loin! Toujours en texto. J'en reviens pas d'avoir scrappé ma vie à ce point-là. Une belle connerie qui va me coûter cher. Dude, t'as tué quelqu'un! Oui. L'autre personne, sa vie n'est plus! Oui. Voyons donc. Comme... Arrête d'essayer de faire pitié, là. C'est correct si ça te coûte cher. Oui, tu l'as mérité. La valeur d'une vie, elle est très élevée. Oui. Ben voyons donc. Puis les textos de Simon deviennent de plus en plus étranges. Il mentionne à plusieurs reprises une clique de Québec qui lui voudrait du mal. Est-ce qu'on parle ici de la famille de ta victime qui venait de Québec? Oh, mon Dieu! Excusez, hey, je suis trop dans mon ancien cas de la gare centrale. Là. Dans ma tête, j'étais comme « Le crime organisé? Non. La CIA? » Ok, non. Non, je pense qu'il est juste comme « La petite clique de Québec. » Selon moi, c'est qu'il parle de la famille de Josiane. Sandra décide donc de se rendre chez son ex pour le confronter. C'est là qu'il lui aurait décrit en détail le meurtre de Josiane Arguin, survenu le 1er septembre 2018 et qui aurait lieu suite à une querelle au sujet des finances du couple. Moi, je serais pas allée le confronter, je serais allée voir la police, je sais pas, j'aurais eu peur pour ma vie. Si tu penses qu'il a fait ça pour vrai, tu vas aller en sa présence, là. Mais je sais pas si vu que c'était son ex, elle le connaissait puis elle savait comment agir avec lui. Mais... Ou peut-être qu'elle voulait plus d'informations avant d'aller à la police, genre confirmer que c'était pas comme des textos pour niaiser, même si je vois pas pourquoi quelqu'un texterait ça à quelqu'un juste pour niaiser. Mais c'est la job de la police, ça. Ouais, d'aller vérifier la véracité des choses. Mais en tout cas... Il faut bien qu'ils travaillent, hein? Mais elle a fini... C'est une job qui travaille beaucoup, la police. Elle va faire la bonne chose. Bon. Bravo, Sandra. Selon le récit que Simon livre à son ex, Josiane se serait enfuie de la maison par la cour arrière en hurlant qu'elle était une femme battue. Là, je m'excuse, je répète un petit peu ce que j'ai dit plus tôt. Sandra, dans son témoignage, va dire « Il dit qu'il a commencé à la frapper avec la baguette de poule dans la cour et qu'il l'a traînée en dedans pour la finir à coups de batte de baseball en lui disant « Chris, tu ne scraperas plus la vie de personne. »
Ensuite, il raconte à son ex avoir lavé le corps de Josiane avant de l'emballer dans du plastique comme dans Dexter. Dexter tuait les personnes méchantes, mon cher Simon. Il m'a dit qu'après 8 jours, il s'est débarrassé du corps dans un sac de hockey. La baguette de poule, il l'a jetée dans les poubelles et le bâton de baseball dans un camion de gens qui recyclent les métaux. Toujours selon Sandra Côté, Simon lui aurait confié avoir été étonné que personne ne se rende compte qu'il se promenait avec un cadavre dans un autobus. Puis, Simon... Oh mon Dieu, ça fait froid dans le dos, ça? Oui. Ah, excuse-moi, je pensais qu'il était allé dans l'auto, là. Non, il a pris l'autobus. Oh! OK. Oh! Mais en même temps, moi, je confronterais pas quelqu'un qui a comme une grosse poche de hockey qui sent pas bon. Puis comme Simon Brin d'Amour a de l'air de quelqu'un qui est pas tout là. Ouais, pis je trouve ça justifié sur le fait que selon ses propres aveux, il lui aurait dit « Tu gâcheras plus la vie à personne ». Peut-être qu'il avait l'impression, comme Dexter, qu'il était en train d'attaquer une personne pas fine. Mais je comprends pas d'où vient cette perception-là. Mais tu sais, les hommes violents vont souvent se poser en victime pour justifier leurs méfaits. C'est peut-être plus ça. Puis c'est la chose qui rend ça vraiment difficile pour les victimes de se rendre auprès des ressources pour les aider parce que les hommes violents souvent vont beaucoup se victimiser. Ça fait en sorte que tu as de la misère à te voir toi-même comme étant une victime. Mm-hmm. Parce que beaucoup, tu sais, les hommes violents, par exemple, c'est comme « Ah, si tu me quittes, je vais me suicider. Si tu me quittes, je vais me faire du mal. Mm-hmm. » Fait que, puis comme « Ah, là, c'est parce que comme t'es tellement gossante avec tes questions, t'es tellement ci, t'es tellement ça, que j'ai pas le choix d'agir comme ça. Parce que, tu sais, regarde comment tu me traites, regarde qu'est-ce que tu me fais, regarde qu'est-ce que tu me fais subir, regarde comment je me sens à cause de toi. » Fait que, tu sais, c'est beaucoup de gaslighting qui fait en sorte que ta victime, éventuellement, elle pense qu'elle est l'agresseur dans la situation. Ouais, effectivement. Fait que, puis aussi que, comme il a mentionné à la police, que Josiane, elle aurait dit à des amis que Simon était violent avec lui, mais comme quand il dit... comme Dexter, je pense que lui, il pense plus au côté comme que Dexter, il met des bâches au moment de commettre ses meurtres pour comme ramasser. Je pense pas qu'il avait poussé la psychologie jusque-là, mais comme, tu sais, je pense que lui, il voulait justement comme se protéger, puis je pense que ce qui l'a fait tiquer, c'est qu'elle est sortie dehors puis qu'elle a commencé à hurler, puis qu'il voulait qu'elle arrête de crier. Oh mon Dieu, pauvre elle. Puis moi, c'est comme mon impression. Et là, là, Catherine, tu vas pogner les nerfs, mais comme faut. Simon aurait finalement déclaré à son ex qu'il avait l'intention d'organiser un barbecue avec toute sa famille où il passerait aux aveux. Mon Dieu, mais c'est terrifiant comme idée! Qui serait le pire barbecue du monde. C'est comme... Veux-tu un hot dog? By the way, j'ai tué ma blonde juste là où est-ce que tes enfants sont en train de jouer odeur de gazon. Il voulait inviter sa famille à elle? Ou non, à lui. Calvaire! Je pensais qu'il parlait d'inviter sa famille à elle pour leur dire qu'il avait tué, genre, leur fille. Non, il voulait inviter sa famille à lui pis ses amis. Ah, je trouvais ça vraiment d'une cruauté atroce. Ben sinon, c'est quand même vraiment étrange comme idée. Oui. OK. Donc, il voulait organiser un barbecue où il aurait l'occasion d'expliquer à ses proches que, puis là je le cite, « Des fois, un cerveau humain, ça craque, qu'on peut faire des niaiseries. » Non! Non! Il y a tellement de niveaux, il y a tellement de moments où est-ce que tu peux arrêter ton geste, tu sais, je pense que c'est aussi comme, tu l'as battu à coups de baguette de poule. Je pense pas qu'un coup, c'est suffisant. Ben non, puis il a changé d'arme. Quand il a cassé la baguette de poule, il l'a battu avec un bat en aluminium. Ça, il l'a pas dit aux policiers, et ça, les policiers l'ont appris avec Sandra Côté. Simon, lui, il a pas dit pour le bat de baseball. Mais c'est toute la préméditation, là. Son corps a été là pendant plusieurs jours avant qu'il le transporte. Il est allé acheter des affaires pour le transporter ici. Puis le nettoyer. C'est pas juste comme « Oups, il y a un accident ». Je comprends pas. Je comprends ce que tu me dis, que comme il essaye de se victimiser, mais je comprends pas comment tu peux
Ah, puis je t'ai pas... croire à ça. Je t'ai pas fait son témoignage encore. Ah, boy, ok. Je sais pas si c'est nécessaire de mentionner que le barbecue n'a jamais eu lieu. Ben ouais, j'espère bien. Sandra Côté s'est alors rendue à la police, mais elle a décidé de ne pas tout leur confier, voulant laisser la chance à Simon de se rendre par lui-même. Mm-hmm. Quelques jours plus tard, voyant que Simon ne l'avait toujours pas fait, elle va retourner au poste de police et dévoiler tous les détails de leur conversation. Mm-hmm. Partie 6, un cerveau qui craque. La preuve de la couronne est close, c'est au tour de la défense de dévoiler sa preuve. L'avocat de Simon Brindamour, maître Maxime Raymond, s'adresse au jury pour leur annoncer que son client entend témoigner pour expliquer, tant bien que mal, ce qui s'est passé. Oh boy, ok. Ouais. Maître Raymond prévient toutefois que son client ne sera pas capable d'expliquer les événements. Le cerveau humain, c'est quelque chose de complexe. Ce sont des réseaux de tissus, des matières grises, mais parfois un cerveau, ça craque. Malheureusement, c'est ce qui est arrivé le 1er septembre 2018. Un cerveau a craqué, un cerveau n'a pas fonctionné adéquatement. Pardon? Utilisez pas cette excuse-là à votre travail. Selon l'avocat, un cocktail d'ingrédients a provoqué un réel court-circuit dans l'esprit et le cerveau de son client. À l'époque, le couple vivait d'importants problèmes financiers et avait une consommation déraisonnable d'alcool et de drogue, dont des drogues dures. Ces éléments se seraient conjugués avec le comportement de violence, de dénigrement et de crise de la part de Josiane Arguin pour provoquer un effet sur Simon Brindamour. La thèse de la défense est que c'est dans ce contexte particulier que l'accusé en est venu à tuer sa conjointe. Le 15 octobre 2020, Simon Brindamour prend place à la barre des témoins. D'emblée, il affirme « Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, ce que je sais, c'est que je ne voulais pas la tuer ». Brindamour raconte au jury que le matin du 1er septembre, il a reçu plusieurs coups de sa conjointe alors qu'il n'avait rien fait. Agité, la femme de 34 ans aurait glissé en se rendant dans la cuisine et se serait cogné la tête sur le bord du four. Ok. Je suis très confuse et alarmée, là. Moi, c'est la fameuse affaire de, comme, un œil au beurre noir. Oui, Ouais. oui, je me suis pognée dans le cadre de porte, là. Ouais, c'est une porte d'armoire. Là, pour le citer, elle est à terre, elle crie « Tu m'as frappé, tu m'as frappé ». J'ai pris une chaise pour la tenir à distance en lui disant que je l'ai pas touchée. Josiane aurait alors tenté de quitter la maison, mais Simon l'aurait poursuivie, la convainquant de revenir pour soigner la plaie qu'elle a à la tempe. Tandis que son conjoint tente de la soigner, Josiane aurait recommencé à le frapper. Elle finit par le repousser et prend la fuite en hurlant « Je suis une femme battue ». Elle se rend dans la cour arrière de leur résidence du quartier Huntsic, c'était Huntsic, pas Petite Batterie, et tente de grimper dans la haie de cèdre. Je m'en allais l'aider, je me fais tasser, pousser, heurter. Selon Brindamour, à ce moment, il aurait figé. Ses souvenirs deviennent flous, il se rappelle seulement de s'être rendu dans leur chambre pour prendre sa baguette de poule. Arrivé dehors, il crie à sa conjointe « Si tu veux être une femme battue, tu vas savoir c'est quoi être une femme battue. » Oh my god. Il l'ignore ce qu'il y a quelqu'un qui veut être une femme battue. Qu'est-ce que c'est ça? Non, c'est pas dans mes plans de vie. Pauvre madame. Il ignore ce qui l'a poussé à s'emparer de la baguette de billard. Je peux pas présumer, possiblement que je voulais la frapper avec, mais je voulais sûrement pas ce qui est arrivé. Sûrement pour lui donner une coupe de coups, sans plus, j'ai pas de précision. Mais ça se fait pas quand même, là? Non. OK. Comme il y a... Je sais pas, là, mon conjoint pis moi, on s'est déjà disputé pis j'ai pas été attraper un objet contondant, là. C'est comme mon cerveau se rend pas là. Ben, je vois pas en quoi c'est une défense non plus. Non. Je suis comme, OK, mais même si une personne t'attaque, ouais, t'as pas le droit de la tuer. Puis comme, il arrête pas de dire comme, non, c'est elle qui me donnait des coups, c'est elle qui me donnait des coups. OK, mais comme, t'as pas le droit de la tuer, là. Ta vie était pas en danger, monsieur, là. C'est ça, sauf si ta vie est en danger. Oui, mais comme... Si tu te fais kidnapper par des méchants cambrioleurs. Mais là, c'est comme une chicane. C'est pas ça. OK. J'ai hâte de voir s'il va y avoir un psychiatre quelconque. Ah, il s'en vient. Ah, cool, OK. Une fois revenu à lui, il voit Josiane accroupie près de la haie de cèdre. À ce moment, elle est encore en vie, mais du sang coule de sa bouche. L'accusé décide de prendre sa conjointe dans ses bras pour la ramener à l'intérieur. Sauf qu'au moment de pénétrer dans le domicile, il se prend les pieds et tombe à la renverse. Josiane a heurté le sol comme un arbre tombe dans la forêt. Simon constate alors que Josiane est en détresse respiratoire.
Paniqué, il lui fait le bouche à bouche, mais il est trop tard, Josiane ne respire plus. Toujours selon l'accusé, il aurait passé les 3 jours suivants à tâter le pouls de sa conjointe, espérant que celle-ci était juste dans le coma. Ben, quand t'es dans le coma, ton cœur, il bat pareil, là. Oui, exactement. Puis la personne respire. Ouais. Comme on voit le ventre monter. Ça peut pas arrêter et spontanément reprendre le cœur, là. Non, c'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. Ah bon, ok. Puis aussi comme les yeux, ils continuent de se promener en dessous des paupières. Quand t'es dans le coma, là, t'es pas... Peut-être qu'il savait juste basically pas c'était quoi le coma. Moi, je pense qu'il essaye de se trouver des excuses. Ah, peut-être, ouais, aussi. Partie 7. C'est quoi la dissociation? C'est quoi le coma? Il a attrapé le coma. Oh non, il a attrapé le coma! La couronne appelle comme témoin expert le psychiatre Gilles Chamberlain, qui rejette la thèse défendue par la défense voulant que Simon Brindamour ait fait de la dissociation au moment de tuer sa conjointe. Selon Chamberlain, l'accusé n'a également aucun trouble de la personnalité et il faut exclure toute considération psychologique de l'affaire. Le psychiatre affirme que même si Brindamour avait eu un épisode de dissociation au moment des faits, cela n'aurait eu aucune incidence sur son jugement ou son intention, puisque la dissociation est un mécanisme qui nous coupe de nos émotions dans un moment difficile. À cet effet, Chamberlain ajoute que la majorité du temps, c'est plutôt les victimes qui vont dissocier. Et ça te coupe de tes émotions, ça crée pas de l'amnésie, là. C'est ça, pas la un même mécanisme affaire. qui coupe de nos émotions. Ouais, c'est vraiment c'est quand tu vis un gros moment comme de stress, ou que tu apprends une nouvelle qui t'ébranle beaucoup, ben ton cerveau va comme un petit peu se mettre à off pour comme se donner le temps de gérer le coup, mais souvent, quand tu fais de la dissociation, tu fixes un mur. Mais c'est t'es pas comme en train de réfléchir. Après coup, tu vas plus t'en rappeler. Tu sais, c'est pas comme tu black out, puis après coup, t'as des trous de mémoire ou... Non, mais t'es comme un peu pas là. OK. Mais tu sais, personnellement, ça m'est arrivé d'en faire de la dissociation, mais comme tout ce qui arrive, c'est que je suis un peu comme dans la ouate. OK. Tu sais, je suis un peu... Tu sais, je le sens que c'est des choses qui arrivent justement quand je vis beaucoup d'anxiété. Mais tu sais, tout ce qui arrive, c'est que je vais juste être comme un peu dans un moment, un peu comme si j'étais dans l'une. Oui, OK. Comme je fixe un peu comme in the distance, puis on dirait que je laisse un petit peu ma tête se replacer. Ouais. Mais je suis pas active dans ces moments-là. Non. C'est vraiment ma tête qui est en train de travailler, c'est pas moi. T'es pas allé chercher un pool cue pour battre quelqu'un? Non. Ah. Non, je trouve pas que ça... Non. Effectivement, merci psychiatre. Merci Jules Chamberlain. C'est ça. Donc, par contre, le psychiatre Sylvain Fauché, le témoin expert de la défense, les accusations de Josiane Arguin auraient provoqué la colère de Simon Brindamour, ce qui aurait contribué au processus de dissociation. Le fait d'avoir proféré de telles accusations dans la cour arrière de leur résidence, soit un lieu public, aurait été déterminant dans la genèse des événements. En contre-interrogatoire, le docteur Fauché est cependant forcé d'admettre que le mot « dissociation » ne figure pas sur son rapport de 16 pages. L'expert se défend qu'il s'agit d'un simple oubli de sa part. Ah, ben c'est long, 16 pages. J'ai beaucoup de mots dans 16 pages. C'est un travail de fin de session. Ah, c'est vrai ça! Le docteur Fauché admet également que pour arriver à une telle conclusion, il faut croire le récit de Simon Brindamour voulant que sa victime l'ait provoqué. Il faut croire quelqu'un qui a menti à la police, à la mère de la victime, au père de la victime, à son patron, à ses enfants et à la mère de ses enfants, rétorque maître Louis Boutillier, le procureur de la Couronne. Qui est comme une excellente réplique. Est-ce que c'est Wilfred Le Boutillier? Non, c'est Louis. Ah. Oui, maître Louis Boutillier. Est-ce qu'il s'appelle Jean Batailleur? Non. Non, d'accord. Toujours au moment de son contre-interrogatoire, le docteur Fauché admet que la dissociation est facile à simuler. C'est facile de dire « je ne me souviens plus, j'étais pas en contrôle ». Partie 8, le cri du cœur d'une maman. Alors que le jury est séquestré, Gaëtane Gilbert, la maman de Josiane Arguin, s'insurge. Les femmes ont peur et ne veulent pas parler parce qu'elles ont peur de se faire battre encore. Il faut que quelque chose se passe. Parfois, les femmes ne font pas de plainte écrite à la police, mais elles sont quand même dans ce bateau. Chaque intervention devrait automatiquement être transmise à un organisme pour femmes battues. Elle se confie également sur les derniers moments de Josiane. Rendue à 34 ans, elle voulait une famille. On la pensait en sécurité. Plus ça allait, moins on la voyait. Il l'a dominée pour qu'elle reste à la maison. Comment elle fait pour arriver là, alors que l'année d'avant, elle allait à l'université et au gym? Elle était tellement contente d'avoir rencontré quelqu'un avec des enfants. Elle espérait beaucoup. La dernière fois que je lui ai parlé, elle me dit « Je ne suis pas pour tout crisser ça là ». Ce qui me rend très triste. Partie 9, la sentence.
Le 9 novembre 2020, le jury reconnaît Simon Brindamour coupable de meurtre au 2e degré et d'outrage à un cadavre. Il écope de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 10 à 25 ans, parce que quand c'est 2e degré, c'est au juge de décider. Oh, OK. Le 26 novembre 2020 a lieu le prononcé de la sentence. La couronne réclame la prison à vie sans possibilité de libération avant 17 ans. Pour citer maître Catherine Brabant, c'est un mépris total pour la victime. Il a jeté le corps aux ordures, comme si Josiane Arguin n'avait pas d'importance. C'est épouvantable. La vie des femmes victimes de violences conjugales a de l'importance. La société ne tolère pas qu'on les mette aux ordures. Cette image est répugnante. Oui. Je m'excuse, cette phrase-là vient me chercher. Oui, c'est tellement irrespectueux, c'est tellement épouvantable. Ginette, la tante de Josiane, tient également à prendre la parole. C'est un moins que rien qui a menti à tous pour amoindrir son crime en se faisant passer pour une victime de Josiane. Il a sali sa réputation, son caractère, son mode de vie. Est-ce que ça valait la peine de la tuer, de la jeter aux ordures, de priver ses parents, sa famille et ses amis de l'honorer dignement une dernière fois? Puis Simon Brindamour tente de présenter ses excuses. J'ai eu tort d'agir de façon aussi aberrante, incohérente, en fait si stupidement. C'est moi qui ai été le maillon faible de cette histoire et qui vais devoir vivre avec ce geste ignoble sur la conscience pour le reste de ma vie. Je le reconnais, je m'excuse de vous avoir enlevé quelqu'un d'aussi précieux, cet être irremplaçable. Malgré ces beaux mots, Simon Brindamour écope de la prison à vie sans possibilité de libération avant 16 ans. Et malheureusement, le corps de Josiane Arguin n'a jamais été retrouvé. Oh. Ok, c'est comme ça que ça se termine. Hey, je m'excuse, j'en shake. Oh my god. C'est parce que ce gars-là, il avait même pas un casier judiciaire, là. C'était pas une personne connue des autorités, là. C'est pas comme un dangereux criminel. Je la comprends pas, sérieux. Qui a C'est pour ça mis une femme au... D'où ça sort? Comme, qu'est-ce qui se passe? Comme... Parce que, tu sais, il y a des... Puis, tu sais, moi, j'aime pas hiérarchiser tout ça, mais... Tu sais, il y a des épisodes de Femmes je te tue que c'est des femmes qui ont été en couple avec des hommes qui étaient en libération conditionnelle, qui avaient des casiers judiciaires. Je suis pas en train de juger les choix de vie de ces femmes-là. Mais tu sais, c'est des hommes qui avaient des feuilles de route, des antécédents de violence conjugale. Puis ici, il y a comme rien. Au procès, ça n'a pas été abordé s'il y avait déjà eu de la violence conjugale entre Simon et Sandra. Ben, c'est ça la raison pour laquelle ils se sont séparés n'a pas été... Si elle a été dite, elle n'a pas été rapportée. Mais c'est vraiment le fait que ce gars-là, là, du jour au lendemain, il a fait cet acte odieux. Mm-hmm. Il a pas juste tué une femme. Mm-hmm. Il a mis son corps aux poubelles. Mm-hmm. Aux Plusieurs poubelles. jours plus tard. Je trouve que pour la manière dont il l'a traitée après qu'elle soit morte, 16 ans avant la libération conditionnelle, c'est pas assez. Je suis comme... C'est d'un machiavélisme épouvantable. C'est vraiment comme... C'est parce que c'est le côté... Tu sais, oui, il y a des amis de Josiane qui ont dit qu'il était violent avec elle, puis tout ça, mais comme... Jusqu'où ça peut aller, la violence conjugale? Mm-hmm. Puis juste cette jeune femme-là, qui a mon âge, qui a fini sa vie, genre, dans sa cour arrière, puis qui a passé après, comme, son corps juste là, Ouais. jusqu'à ce qu'il finisse dans une poubelle. Puis après, comme, lui qui essaye de se trouver des excuses, de comme, non, c'est parce qu'elle a glissé, elle s'est pété la tête sur le front, sur le four, puis comme, c'est pas de ma faute, puis comme... Mm-hmm. Puis que lui, il savait qu'est-ce qui s'était passé, puis qu'il textait ses parents comme « Ah, oh, c'est une folle, elle est tellement folle, elle me menaçait, c'est une crise de folle. » Je sais pas, c'est que... Puis lui, tout ce temps-là, il savait que son corps, il était dans un dépotoir. Mm-hmm. Puis la police ont vraiment essayé de le retrouver, là. Ils ont vraiment Ouais. cherché dans les dépotoirs. Ben oui, j'imagine. Mais ils l'ont pas retrouvé.
Non. Puis c'est ça qui me fait de la peine, puis c'est ça qui... Comme Ginette puis Gaétane, dans le documentaire, elles disent on aurait juste voulu, comme... Tu sais, c'est juste de voir les circonstances, puis que ça ait fini d'une manière aussi tragique. Mm-hmm. Je sais pas, ça vient vraiment me chercher. Ouais. Puis, tu sais, ça a pas été un cas qui a fait le tour des nouvelles, là. Non. Puis on parle d'un homme qui a mis le corps de sa conjointe dans une poubelle. Puis c'est pas digne de notre intérêt. Parce que c'est de la violence conjugale, puis ça rentre dans nos statistiques. Puis ça, c'était en 2018. C'est en 2018 que Danielle Smith, la première ministre de l'Alberta, elle a dit que la Journée internationale des droits des femmes, c'est pas nécessaire parce que les femmes au Canada ont une belle vie. Wow, ok. Fait que c'est ça. Puis j'ai regardé les statistiques, il y a 168 femmes qui ont été tuées au Canada en 2018. C'est une femme aux 2 jours et demi. Puis je pense que les femmes autochtones aimeraient avoir une conversation avec Danielle Smith. Ben là, oui, je pense que oui, effectivement. C'est vraiment épouvantable. Oui. Merci de m'avoir partagé cette histoire épouvantable. Je m'excuse. Je sais quand même pourquoi je me fais ça, mais en même temps, c'est parce que ces femmes-là peuvent pas juste disparaître comme ça. Non. Puis pour moi, Josiane, c'est que justement, elle a disparu. Puis je me dis, faut pas qu'on les oublie, ces femmes-là. Mais non. C'est acte de mémoire. Oui. Fait qu'on espère que vous avez aimé ce cas, chers auditeurs, chères auditrices. Vous pouvez nous encourager, si vous voulez, en nous suivant sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook, @unpeudecrime, sur Instagram, @unpeudecrime dans ton café. On a plein d'affaires, le fun. On a une communauté Patreon où vous pouvez venir vous remonter le moral après avoir écouté un féminicide épouvantable. On a une boutique Etsy avec plein de belles marchandises en vente. Et on fait plein de patentes à gosse. Non, mais c'est ça. On vous invite à venir nous soutenir si vous voulez nous offrir un petit soutien pécunier. Vous pouvez le faire sur Patreon. En contrepartie de votre soutien, on offre plein de choses. On a des vidéos bonus, on a des épisodes bonus. C'est des gros épisodes où on parle de plein d'affaires différentes et on se permet de sortir de notre tale québécoise puis d'aller à l'international. Et on a des rabais aussi sur notre boutique, on a plein d'affaires. Donc on vous invite à aller sur nos réseaux sociaux pour trouver les liens de toutes ces affaires-là. Et justement, nous avons 2 nouveaux patrons à remercier. Oui! Alors on aimerait remercier Guilon Beaulieu. C'est pas un nom, ça? Oui. OK. Bon, désolée, je ne connaissais point ce nom. Tu viens d'insulter cette personne qui nous a donné de l'argent. Je suis désolée! Et merci, Savannah. Oui! Yay! Et là, pour terminer, on aime ça se changer les idées à la fin de nos épisodes. Oui. Pour se remonter le moral. Oui. Là, tu veux-tu choisir qu'est-ce que tu veux que je te raconte? Ben, tu m'as dit que t'avais parlé de Musée Eden, pis ouais. j'étais bien down avec Musée Eden. T'es bien down avec Musée Eden? Ouais. Ok, parfait. Tu sais, ils ont des corsets comme à l'époque, tu sais. Oui. C'était quelque chose, ça. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'une incroyable production télévisuelle de probablement Radio-Canada. Ouais, parce que qui veut faire des affaires historiques au Québec à part Radio-Canada? TVA! En tout cas, pas ben de monde. Et donc, c'est ça, c'était une super incroyable émission de TV qui a été annulée à mi-parcours et qui ont comme... ça coûtait trop cher! Ils ont comme rushé un peu pour la terminer et c'était une série de crimes. Musée Eden, c'est l'histoire du musée Eden. Oui. Qui est basée sur un vrai musée, d'après ce que j'en ai compris. Oui, c'est un vrai musée à Montréal. Bon, c'était un musée de reconstitution de scènes de crime. Oui. Ce qui est comme une version bien plus cool qu'un musée de cire. Oui. Genre, parce qu'un musée de cire, c'est juste comme freaky. C'est qui veut aller prendre sa photo à côté de la statue de cire de Justin Timberlake? Ben, apparemment, ben du monde, parce que ça a l'air bien populaire, le musée Grévin. Je sais, mais... Moi, ça me fait peur. Moi aussi, ça me fait peur. J'en ai déjà visité un. Je pense que j'ai visité le Madame Tussauds de New York. Puis j'ai trouvé ça vraiment weird et creepy. Puis je vois pas pantoute l'attrait de ça. Mais donc, le musée Eden faisait des reconstitutions de scènes de crime. Et à un certain point, c'était 2 femmes qui étaient propriétaires, à une époque où les femmes n'étaient pas propriétaires. Donc, c'est ça que l'auteur avait beaucoup aimé.
C'est intéressant, je me rappelais pas de ça pour Oui. tout. OK. Alors, donc, c'était 2 femmes qui sont dans nos cœurs maintenant, qui sont Oui, éternellement dans nos cœurs. éternellement dans nos cœurs. Marie-Lou Wolfe et Laurence Leboeuf. Oui. Qui sont deux madames. Marie-Lou Wolfe. L'histoire se passe en genre 1910, mettons. Puis là, le propriétaire du musée Eden est assassiné dans son musée, ce qui a dû être confusing. Fait qu'on peut juste laisser son corps, là. Les policiers sont rentrés puis ils étaient pas capables de discerner ce qui était des reconstitutions de ce qui était le vrai cadavre du gars. Mais non, c'est ça. Fait qu'il est mort et dans son testament, ben, il a légué son musée à sa nièce, qui est Marie-Lou Wolfe. Marie-Lou Wolfe a un terrible secret. Elle est mariée. Et son mari, il est épouvantable et elle l'a quitté, mais personne ne peut savoir qu'elle est mariée À Jean-Nicolas Véraud. à Jean-Nicolas Véraud, le médecin véreux. Puis, elle décide qu'elle et sa sœur vont faire semblant qu'elles sont 2 demoiselles on the town et déménager de Québec jusqu'à Montréal pour aller s'occuper du musée Eden, sans dire qu'en fait, mademoiselle Marie-Lou Wolfe est en fait Madame Marie-Lou Wolfe Nicolas Véraud. Oh là là. On cache ce bout-là. Fait que là, il emménage dans le musée, puis là, c'est un musée, puis c'est des beaux personnages, pas pantoute stéréotypés. Il y a Marie-Lou Wolfe, qui est très, très businesswoman, stock-up, froide, et sa sœur, qui est une jeune ingénue, Oui. qui est comme « Oh, heavens to Betsy! Des reconstitutions de scènes de crime! Oh. » Et là, quand ils héritent du musée, il y a bien sûr le procès du dude qui a tué leur oncle. C'est là qu'ils rencontrent Éric Bruno, right? Oui, parce que c'est Éric Bruno qui l'a tué. Non, Éric Bruno est un journaliste. Un journaliste bum. Journaliste bum est en cours quand un monsieur italien se fait condamner à mort. Pendaison pour le meurtre du mononcle musée Eden. Mononcle musée. Et là, le journaliste est comme « Non, mais je crois que ce n'est pas vraiment lui et que c'est juste du racisme parce que c'est un Italien et que c'est pour ça que la police veut le framer. » Racism! Zoom in sur la face du commissaire de police qui est Guinadon, qui a l'air au bout de dégueulasse et au bout de sa vie. Il est constamment en sueur, en train de s'étouffer dans sa fumée de cigare, comme un bon commissaire de police de 1910. Oui. Il est comme... les mots de journaliste bum. Et là, finalement, c'était pas lui qui avait tué le mononcle. C'est qui avait tué le mononcle, t'en rappelles-tu? C'est comme pas important. C'était pas le fils de Gilles Archambault? Le fils de Gilles Renaud. Gilles Renaud, oui, excuse. Ouais. Je pense. Mais ça, c'est comme l'autre enquête. En tout cas, je pense Catherine puis moi, on a tout compris. Je pense que tout le monde s'en fout de qui a tué ce monsieur. Parce que le meurtre du mononcle sert juste à faire hériter le musée. Ouais. C'est pour des raisons de narration. Faire hériter le musée aux jeunes femmes et faire entrer un nouveau personnage, Babine. Old-timey Babine est le gars qui sculpte les mannequins de reconstitution de scènes de crime. Puis là, il va les voir, les filles, puis il est comme « Bonjour, je travaillais pour votre oncle, voulez-vous me payer? » Puis ils sont comme « On n'a pas d'argent, on sait pas c'est quoi. » Puis ça fait 2 secondes qu'on est correct, dans vous pouvez me payer en nature. Ta-na-na-na-na-na, avec un jeune ingénu, c'est ça qui va finir par arriver. Mais là, il leur dit « Vous savez, ce serait vraiment cool, ce serait de faire la scène de crime de la mort de votre oncle. » Puis là, ils sont comme « Oh! » C'est un petit peu inapproprié, monsieur. Oui, mais ils finissent par faire ça. Ouais. Puis là, tout le monde est comme « Wow! » Puis là, ils font une fortune. C'est incroyable. Là, c'est tellement... Et là, tout à coup, il y a des femmes qui commencent à être tuées. Oh non! On dirait Jack l'Éventreur. Ce sont des femmes de vie de désordre. Oh, des femmes de désordre. Des femmes de désordre qui sont retrouvées et qui y a comme des affaires gravées sur elles et comme des affaires religieuses et comme oh mais que s'est-il passé avec et c'est comme ça que Marie-Lou Wolfe devient amie avec le médecin légiste qui fait les autopsies et qui lui permet d'assister à des autopsies. Puis là, tout le monde est comme oh mon Dieu, mais les femmes ne devraient pas voir des choses comme ça là. Elles ont des seins. C'est ben trop disturbing pour leur petite nature. Puis c'est comme moi je trouve ça disturbing pour ma forte nature. Mais c'est correct, tu sais. Fait que là, ils deviennent amis. Et là, c'est comme, oh mon Dieu, mais les cadavres, ils ont toutes des petites affaires spéciales. Il y avait quelqu'un qui avait quelque chose de collé dans la bouche, il y avait quelqu'un qui avait quelque chose dans le ventre. Oui. Bon. Puis là, c'est comme, oh, ben nous avons affaire à un tueur en série, comme un Jack l'Éventreur. Comme une game de hide the cucumber, vraiment. Oui. Vraiment louche. Very louche hide the cucumber. Fait que là, il y a une enquête qui se passe. Au fur et à mesure, le musée Eden décide qu'ils vont milk the tragedy et à toutes les fois, Babine sculpte des nouveaux mannequins qui ressemblent aux madames qui sont mortes. Puis là, ils font de plus en plus d'expositions. Puis là, c'est comme, il y a quelqu'un qui est mort, venez au musée Eden voir une reconstitution de la mort qui est arrivée hier.
Tada! Je travaille vite en esti. Tada! Puis là, il y a ça qui se passe. Pendant ce temps-là, le journaliste bum, Éric Bruno, il est comme « Mais qui tue toutes ces femmes? » Oui, Je vais faudrait que quelqu'un devenir se un penche journaliste là-dessus. d'enquête. Et il commence à comme enquêter là-dessus. Puis là, à un moment donné, il se fait tabasser par des bums dans une ruelle de bums. Peut-être Pointe-Saint-Charles. Non, mais à un moment donné, il est comme il est comme dans un quartier de ghetto. Puis il est comme, moi, je cherche des gens qui vont pouvoir me donner des informations sur le tueur de femmes de Montréal. Puis là, les gens sont comme, oh, on veut plus te voir ici, maudit journaliste. Piou, 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 piou. Il donne des coups. Puis là, il se ramasse à l'hôpital. Puis là, il est à l'hôpital, alité, pendant 3 épisodes à peu près. Wow. Parce que puis il y avait une fois où il y avait la grippe. Oui, Ouais. la grippe espagnole. Il pogne la grippe espagnole? Oui, il n'y avait pas une épidémie de grippe espagnole, là? Jésus banane. Je suis pas sûre, je me rappelle pas de ça. On a vraiment pas compris ce qui se passait dans cette émission. À un moment donné, c'est ça, ils ont comme cancellé l'émission parce que ça coûtait trop cher. Puis à la fin, ils ont comme skippé plein de bouts de l'intrigue. Ouais. Le dernier épisode est super précipité, puis on a rien compris de ce qui se passait à la finale. On sait pas si c'est la nous expliquer c'était quoi l'explication au final, là? Oui, Éric Bruno, est-ce que tu veux venir nous expliquer, Musée? Mais c'est ça. Mais là, pendant tout ce temps-là, Éric Bruno, il va interviewer plein de gens qui sont comme des suspects pour Jack l'Éventreur, y compris le docteur Thomas Cream, qui était un Canadien, qui est un vrai suspect pour Jack l'Éventreur, qui est aux États-Unis, puis là, sont comme... C'est comme dans le sketch de Rock et Belles Oreilles, là, on a simulé New York City à Saint-Georges-de-Beauce. C'est comme, à un moment donné, Éric Bruno, il est dans un train, puis là, tout à coup, il est dans un asile à New York, puis là, il parle avec ce monsieur, dans une scène qui n'est pas sans rappeler Hannibal Lecter et Clarice, qui parlent dans le silence des années. Non, mais c'est vrai, puis il est comme, c'est pas moi qui ai tué les femmes, puis c'est comme, oui, c'est évident que c'est pas toi qui as tué les femmes, t'es dans un asile à New York. Éric Bruno, qu'est-ce que tu crisses? Fait que finalement, toute l'enquête tarabiscotée autour de cette histoire tarabiscotée. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Tarabiscoté? Ouais! Moi, j'étais comme alambiqué. En tout cas, j'étais full impressionnée. J'étais comme, mon Dieu. Wow! Mais toute cette enquête, finalement, ça se termine par... Éric Bruno se fait kidnapper par le tueur. Car il était trop proche. Il était trop proche du monnaie. Et le tueur est un monsieur zélé catholique. Ouais. Qui est le fils d'un docteur creepy. Ouais. Et il essaie de nailler Éric Bruno dans un puits. Qui a des symboles sataniques. Oui. Et ensuite, in extremis, Marie-Lou Wolfe lui sauve la vie. Wow! Ils arrêtent ce gars-là qui est sorti des fesses de l'écrivain de cette série, du scénariste. Et ensuite, Babine se marie avec la jeune ingénue. Et ils adoptent une petite fille. Ah oui, ils adoptent une petite fille dont la mère s'est fait tuer dans des circonstances Ouais. terribles. Et dont le meurtre a été recomposé dans le musée Eden. Oui. Un peu tone deaf, Babine. J'avais comme aussi, oublié ce bout-là, puis c'est vraiment ton dev. Mais à un moment donné, il y a le tueur qui rentre chez Babine puis qui se bat avec lui pendant que sa femme elle dort en arrière du rideau. Oui. Ok, c'est ça, parce qu'il se marie avec Laurence Leboeuf. Ouais. Puis elle dort l'autre bord du rideau parce qu'ils vivent dans un 0,5, dans un grenier. C'est le soir de leur mariage, genre. Ouais, aussi, c'est vrai. Ils s'en passent des affaires. Toute une journée. Fait que, oui, au final, qu'est-ce qui se passait dans le musée Eden? Il y avait des bien beaux costumes. Oui. Il y avait des corsets. Oui. Il y avait des chevaux. Oui. Guy Nadon était époustouflant. Il y avait la petite moto à Éric Bruno. Oui, il y avait une petite moto. Ouais. Paraîtrait qu'elle, toute seule, ça causait bien du chiard. C'est vrai. Mais c'est ça, il avait comme arrêté parce que ça coûtait trop cher. Ouais. Puis là, c'était supposé de devenir une bande dessinée, mais comme ça aussi, ça a comme jamais... Mais tu parles d'une idée whack! Ouais. C'est tellement étrange. C'est comme, on faisait un CD, mais finalement, ça coûtait trop cher. Fait qu'à la place, ça va être un avion. Ouais. Tu sais, ça a comme pas de lien. Ben, je veux dire, au moins, la bande dessinée, il aurait pu continuer l'histoire, là. Oui, je comprends, mais je veux dire, c'est weird. En tout cas. C'est pas comment, on n'a pas pu faire la série. Je peux faire mon idée de CD avion. On va faire un gâteau. Ah! Fait que c'était ça, Musée Eden. Oui. On espère que vous allez pouvoir l'écouter. C'est pas disponible nulle part, moi, non, juste comme le DVD. Non, c'est plus disponible. T'avais demandé le DVD en joke à tes parents, puis ils te l'avaient trouvé. Ah, puis là, maintenant, je peux plus jamais m'en départir parce que c'est pas disponible non, nulle ça part. vaut de l'or. Ça, puis les hauts et les bas de Sophie Paquin avec ça vaut de l'or. Suzanne Clément, là. Oui. Et Jean-Nicolas Véro, l'avocat véreux. Oui, ça vaut de l'or. C'est très bon, ça. Je pense que la prochaine fois, je vais te raconter oui, ça. les hauts et les bas sur Parkin, c'est actually bon, là, mais... Oui, puis c'est actually très drôle. Ça va être un bon buffer. Puis ça a comme quand même bien vieilli, malgré plein d'affaires qui ont pas bien vieilli, parce que c'était comme en 2004. Ouais. La principale chose qui a pas bien vieilli, c'est la mode. Oui. On dit que le monde sont mal arrangés. Le monde sont tellement mal arrangés avec leurs jeans pattes d'éléphant pis leurs petits souliers diesel, là. Tout le monde est laid.
Fait que voilà, c'était la fin de Musée Eden. Dans laquelle Suzanne Clément ne joue malheureusement pas. Non, mais c'est correct, ça servait à rien qu'elle joue dedans. Elle aurait pu être là. Non, Suzanne Clément, non! Non, c'est correct, il y avait déjà assez d'affaires qui se passaient, là. Ah, l'actrice qui est pas capable de parler en français. Oh, elle était belle! Oui, elle était magnifique, mais elle était pas capable de parler en français, puis elle est comme « Ah, il est tellement beau! On dirait un gars dans le vu! » On dirait quoi? Un gars dans les vues! Un gars dans le vu! Un gars dans le vous? Dans les vues! Oh, je m'en rappelle. Parce que, tu sais, dans là, le temps, au lieu de dire des films, ils disaient les vues. Oui, dans les vues. C'était arrangé avec le gars des vues. Puis j'étais genre, whoop là! Non, moi, ce que j'aimais, c'était la belle histoire d'amour de Gaston Lepage puis sa femme de ménage. Là. Puis lui, c'était un vieux veuf vraiment en carrière. Puis sa femme de ménage est une madame incroyable. Une madame super, pétillante. qui a beaucoup de bonhomie. Puis qui, ouais, tu sais, c'est ça, elle est très, très joviale. Puis elle est très amicale. Madame qui a tout le temps un dessert de près. Puis là, à la fin, c'est comme, on va convoler en juste noces. Puis c'est comme, non, à ce stade-ci, élope, là, allez... Pensez à la mairie, pensez à l'hôtel, puis ça va être ça, là. Oui. Bon, allez La mairie, l'hôtel. Allez vous louer une chambre. Oui. Donc, non, merci de m'avoir ramené un peu de joie de vivre avec Musée Eden. Tes yeux ont recommencé à pétiller. Ah, merci. J'avais tout fait mon make-up, là. Il est encore très beau, ton make-up. Je me sens comme Sabrina Carpenter. Don't know my makeup is so nice. Oh, yes, c'est vrai, ça! Oui! Barry Keoghan, je crappe pas mon make-up! Mais c'est correct, c'est fini, là, ça. OK. She's moving on. He's moving on. OK, bye. OK, bye!